Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés? À quoi ressemble leur quotidien et qu'est-ce qui les agace chez l'autre? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Clarence et Sylvain, deux jeunes parents et entrepreneurs. Merci à tous les deux d'être là. Bonjour. Bonjour. J'ai eu envie de vous inviter tous les deux dans le podcast parce que vous avez publié un livre qui m'a interpellée. Il s'appelle « Le pacte des futurs parents » et si on se mettait d'accord sur quelques règles avant de se lancer dans l'aventure. Et j'ai trouvé cette démarche hyper intéressante et j'ai eu envie qu'on parle ensemble de votre propre expérience de jeunes parents et de ce qui vous avait donné envie d'écrire ce livre. Mais avant, j'aurais aimé que vous vous présentiez tous les deux pour les auditeurs et les auditrices, votre âge, ce que vous faites dans la vie, tout ça. À toi l'honneur, Clarence. Alors moi, c'est Clarence, j'ai 34 ans. Je dirige une société qui s'appelle Sido, où on fait des outils pédagogiques pour faciliter l'apprentissage dans les entreprises. Donc il y a une dizaine d'années maintenant et que j'ai cofondé avec Sylvain. Donc Sylvain, 37 ans, et aujourd'hui dirigeant de l'entreprise Stilki, qui est une société qui aide les commerciaux à être plus efficaces dans leur démarche de suivi de prospects. Et de co-créer du coup Sido il y a 10 ans, mais que j'ai quitté il y a 5 ans opérationnellement, et c'est Clarence qui gère toute seule. Parfait. Et donc vous avez écrit un livre ensemble. Est-ce que c'était votre premier livre ? Alors, dans le cadre de mon travail, on a déjà été amené à rédiger des livres sur l'apprentissage, sur les différentes façons de former. On a le Donner envie d'apprendre, édité par Erol, et le kit du survie du formateur, et Comment formerez-vous demain. Ok, donc tu as déjà une certaine habitude. Alors, c'est vraiment des sujets qui n'ont rien à voir, mais oui, en tout cas, on avait déjà été... Du processus d'écriture. Ouais. Ok. Moi, c'est mon 4e, donc du coup, un premier sur les logiciels pour vendre, un deuxième sur les conseils pour couler sa boîte, un troisième sur le pacte d'associés. Et c'est au moment où je suis allé chercher ce 3e bouquin chez notre éditrice, chez Erol, Marguerite, où qu'elle me demande, Sylvain, alors ça se passe comment avec ton jeune enfant, avec ton bébé? Je lui dis pas trop mal, parce qu'on avait précisé des règles et on suit à peu près les règles, et ça se passe du coup plutôt mieux que prévu. Quoi, vous avez écrit des règles? Mais des règles sur quoi? Et je commence à lui expliquer, elle me dit, mais t'es complètement taré, Sylvain, je savais que t'étais fou, mais à ce point-là. Donc j'essaie de lui expliquer un peu plus dans le détail, et c'est sur un des sujets qu'elle a réagi en me disant, mais en fait c'est vrai que ce sujet-là, j'aurais peut-être dû en parler à mon mari 30 ans en arrière, parce qu'aujourd'hui c'est un peu un tabou et j'ose pas l'aborder avec lui, et en fait votre truc c'est pas con. Et c'est un peu la première fois où elle nous a dit, autant les autres fois on est venus nous avec un sujet, autant là elle nous a dit, moi je veux que vous écriviez là-dessus, je suis prête à vous payer pour que vous le fassiez. C'est la première fois où on a été payé pour écrire un bouquin. Les autres fois c'est nous qui voulions écrire quelque chose et qui lui ont proposé un résumé et un début de trame. Et ça c'était en Mars 2018. Mars 2018, ok. Et le livre est sorti là il y a quelques... Septembre 2019, ouais. Ouais, il a mis un petit peu de temps à coucher aussi, parce que c'est un peu de boulot. Pas mal de gens à rencontrer, même nous aussi, on a mis du temps à y aller finalement, parce que quand on a des délais, on a tendance à les prendre, et en plus avec nos boîtes c'était pas toujours le bon moment pour le faire non plus. Voilà. Alors est-ce qu'on peut revenir au début du coup de toute cette histoire, au moment où vous vous êtes rencontrés? Est-ce que j'imagine que vous vous en souvenez, mais est-ce que vous pouvez le raconter pour les auditeurs et les auditrices? En tout cas, la première fois où j'ai vu Sylvain, en l'occurrence j'étais... en master d'entrepreneuriat à l'EM Lyon, et je m'étais pas trop réveillée le matin, donc je suis arrivée 1h30 après, et en fait il intervenait pour parler de Lucifer, je pense, ou... Première boîte, ouais, de sa première boîte, parce que du coup on avait beaucoup de témoignages d'entrepreneurs, et donc là il intervenait en tant qu'entrepreneur, et donc il parlait de Lucifer, et il a parlé du pacte d'associés, je crois aussi. Et à la fin, il a présenté un peu la jeunesse de Sido, qui était de la communication par la bande dessinée. Et du coup, je me suis intéressée en me disant que ça pouvait être intéressant de voir, vu que ça démarrait, de voir s'ils voulaient bien que je démarre avec eux. Oui, sachant que tu es quand même venu me voir en me disant, soit tu me prends en stage, soit je crée une boîte concurrente. Donc du coup, le choix était limité. Disons que c'était un des domaines dans lequel je savais que je voulais créer ma boîte, et que ça se rapprochait, mais à l'époque encore assez éloigné de ce que je voulais faire, mais il se trouve que la boîte était malléable, mais...
C'était vraiment le tout début de l'entreprise, du coup. Ouais, ça c'est plus le début de l'entreprise. Après, on s'est regardé. Mais on s'est pas vraiment regardé. Vous avez d'abord commencé à bosser ensemble. Voilà, on a commencé à travailler ensemble avant de se regarder, amoureusement, je pense. On s'est regardé différemment, je crois que c'est un 16 juin, c'est ça? C'était, ouais. C'est précis. C'est précis. On s'en souvient c'est que c'est notre anniversaire maintenant. C'est les 39 ans d'un bon copain commun. On s'est retrouvés à sa soirée d'anniversaire et on s'est regardé différemment pour la première fois. Je pense qu'il n'y a même pas eu de bisous à cette soirée-là, mais par contre, on sait qu'on s'est regardé différemment à ce moment-là. Je pense que tous les deux, on le savait. Et... Vous le saviez sur le moment ou vous le savez parce que vous en avez rediscuté après? Moi, je savais que je l'avais regardé différemment à ce moment-là. Quand je suis rentrée de cette soirée, je me suis dit, s'il m'envoie un message, c'est que lui aussi, en fait, il m'a regardé différemment. Et j'ai eu mon message dans les 10 minutes. Donc je me suis dit, ok, c'était partagé. Mais je crois que c'est aussi venu parce qu'il y a un de tes meilleurs potes qui t'a regardé et qui lui a dit mais en fait c'est ce genre de nana qu'il te faut, Sylvain. Et là on s'est regardés tous les deux, c'était un peu malaise, mais je pense que ça nous a fait un peu réfléchir, un peu cogiter. Donc c'est le bon pote qui met les pieds dans le plat. Un peu, je crois. C'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Ouais, un peu, c'est possible. Ok. Est-ce que ça vous a fait peur sur le moment de vous dire on va changer de type de relation et passer d'une relation professionnelle à une relation amoureuse? Parce que peut-être que c'est une inquiétude que certaines personnes peuvent avoir, surtout si vous aviez déjà parlé de vous associer dans l'entreprise. Pas encore, ça faisait que 4 mois que tu étais dans la boîte, donc toi tu as peut-être déjà dit que tu voulais te associer un jour, mais c'était pas encore dans le plan immédiat, si? Ouais, c'était pas. Enfin, pour moi, ça faisait à peine 2 mois, mais on pensait pas à ça. J'avoue que je crois que je pensais pas à tout ça. Je me disais juste qu'il me plaisait. La complexité, c'était plutôt que l'autre associé. Tu lui plaisais aussi un peu. Je lui plaisais aussi. C'était plutôt ça le frein, plus que le fait qu'on travaillait ensemble, quoi. Et en fait, on aimait tous les deux Sido fortement. Du coup, on a presque dit, c'est d'abord on est dans un cadre pro, et si le perso marche, c'est cool, mais il faut faire gaffe à cette boîte à laquelle on tient. Et comme les premiers mois, c'était un peu ça. Vous en avez parlé de cette éventualité de si jamais on se sépare, qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise rapidement ou... Aujourd'hui, oui. C'est plus clair maintenant. À l'époque, ça aurait été compliqué, ouais. Ça aurait été compliqué. Enfin, aujourd'hui, ce serait très compliqué aussi, mais c'est un peu plus encadré parce qu'on n'a pas le choix. Il y a 18 salariés, donc on est obligé d'en parler. Parce qu'on peut pas couler une boîte. En fait, oui, c'est ça. C'est que ça dépendait beaucoup à quel moment. C'était au tout début, c'était plus sa boîte que la mienne. Oui, c'est toi qui partais. Après, au bout de quelques années, ça a été plus ma boîte que la sienne. Donc ça dépend à quel moment on se serait séparés. Mais il y a un moment où je pense que je serais partie, puis effectivement, j'aurais sûrement créé quelque chose de très similaire. Et peut-être à un autre moment où j'aurais racheté ses parts, tout simplement. Oui, après, si on s'était séparés tout de suite, sans que l'amour ait eu le temps de naître, on aurait peut-être pu continuer à travailler ensemble. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc, Mais on a essayé de se séparer plein de fois, cela dit, au début. Hein, parce qu'on savait que ce serait compliqué vis-à-vis de l'autre associé. En plus, tout le monde nous disait que bosser avec son conjoint, c'était l'enfer, donc c'était une connerie et que c'était la pire des choses à faire en entrepreneuriat. Donc on entendait aussi ça autour de nous. Et nous, c'était pas évident. On avait aussi 2 gros caractères très affirmés. On savait vraiment ce qu'on voulait et on était durs l'un avec l'autre. Et j'ai été assez dur aussi, ouais. Clairement. Et du coup, ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ok. Et où on avait parlé, du coup, on communiquait pas mal via la boîte et dans la vie, parce que Clarence adore mettre les pieds dans le plat et mettre tous les sujets sur la table, ce qui est cool. Mais on avait parlé enfants et Clarence n'aimait pas les enfants, on n'aime toujours pas vraiment les enfants. Mais c'est vrai qu'elle avait toujours dit un jour j'en aurai, mais sans les aimer. Non, c'est pas ça. Alors vas-y, explique ta version. Non, mais j'étais juste jeune et comme, alors c'est pas le cas de toutes les femmes, mais comme beaucoup de jeunes femmes, pas un instinct maternel intuitif. Donc j'ai été la petite dernière, j'ai pas été tellement confrontée à garder des enfants, donc j'étais pas très à l'aise avec les enfants. Je savais pas tellement comment leur parler. J'entendais juste que ça braillait un peu, que c'était pas, ça avait pas l'air facile d'extérieur, mais j'étais surtout jeune en fait, donc j'avais effectivement pas envie d'enfants, pas envie d'aller dans des soirées où mes copains avaient des enfants.
Donc voilà, ça me faisait plus rire à l'époque et je me moquais gentiment des gens qui avaient des enfants et que savaient vraiment leur vie devait être horrible. Mais je savais pour autant que j'en voudrais quand je serais grande. Ouais, t'avais vraiment cette pensée-là. C'était pas non merci, c'était ça me déconcerte pour l'instant. Voilà, c'est que pour l'instant ça me paraît absurde. Ça a l'air vraiment pas drôle. Et donc on en riait tous les deux. C'était un peu notre joke commune, quoi. Et sauf que effectivement. Sauf que moi j'ai toujours dit que j'en voulais pas. Et j'ai pas changé j'ai jamais dit que j'ai dit peut-être qu'un jour ça pourrait venir, mais dans l'idée j'en veux pas. Sauf qu'effectivement, voilà, à un moment je me suis rendu compte qu'il rigolait pas. Moi je rigolais, mais pas lui. Moi je croyais qu'elle rigolait aussi. Enfin qu'elle rigolait pas en fait. Qu'elle en voulait pas non plus, j'étais content. Ouais, parce que toi tu râlais sur les enfants, tu faisais des blagues sur les enfants, donc tu t'es dit on est assez alignés sur nos projets de vie future sans enfants du coup. Et en fait, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'en rigolais parce que pas l'âge, mais qu'en fait, lui, pas. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, il faut que je le prépare. Il faut que je le prépare à changer d'avis. Donc, j'avais pas encore envie d'enfant, mais je me souviens très bien qu'à l'âge de 31 ans, par là, j'ai commencé à lui dire, mais en fait, je rigole, mais moi, en vrai, j'aime pas les enfants des autres, c'est sûr, hein, ça m'intéresse pas, mais les miens, ça va m'intéresser, hein. Et même si j'en avais pas encore envie, je lui demandais pas d'en faire un demain, et là il est tombé de haut en fait, et je m'attendais pas du tout à ce qu'il tombe de haut. Ouais, sachant que pas de bol autour de moi, du coup étant un tout petit peu plus vieux, mes copains qui avaient déjà eu un enfant depuis 1, 2, 3, 5 ans se séparaient. Beaucoup, et peu d'exemples de couples harmonieux avec un enfant. Voir des enfants affreux aussi, on avait aussi ça autour de nous, donc parfois j'en trouvais un pour que Clarence n'ait plus envie pendant 3 mois parce qu'elle disait oh là là, si c'est ça va être dur. Ouais, j'avoue que son associé a réussi à décaler un tout petit peu la date. Les enfants repoussent. L'échéance. Alors c'est un amour aujourd'hui, mais à l'époque il était dur. Ouais. Et du coup, moi je voyais plutôt des exemples de couples qui se séparaient parce qu'ils avaient fait un enfant. Et du coup, je voyais pas l'intérêt de faire un enfant si en plus à la fin on devait se séparer, quoi. Et est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit que là, ce différent entre vous, cette vision différente sur le futur de votre couple, ça pouvait être un deal breaker, un truc qui pouvait vous amener à vous séparer? Petit à petit, c'est clairement ce qui était en train de se passer en fait. Parce qu'au départ, on commence à en parler, on voit qu'il y a ah non, on n'est pas sur la même longueur d'onde, bon, on en reparle, on en parle avec des amis, des gens qui ont eu des enfants, des gens qui n'ont pas eu d'enfants. Des gens qui en veulent, chacun y va un peu de ses arguments, et puis plus on en parle, plus nous, on a nos propres arguments, on commence à... Alors moi c'était compliqué mes arguments, parce qu'au final c'était mais si ça va être bien, mais en fait j'en sais rien, j'en ai juste envie. Ses arguments à lui étaient forcément un peu plus solides, puisque plus rationnels, c'est que évidemment c'est des contraintes supplémentaires, on pourra plus être spontané comme on l'est aujourd'hui, tout ce qui paraît assez évident. Donc, je pouvais pas tellement... contrecarrer, si ce n'est oui, mais on aura l'amour aussi. Et ça, je crois qu'il n'arrivait pas tellement à se projeter sur le fait qu'il y allait avoir aussi plus d'amour, une nouvelle personne à aimer, etc. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour un homme et pour une femme, sauf que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un truc un peu intuitif ou instinctif. À un moment donné, j'en avais envie sans trop savoir l'expliquer. T'as ressenti la fameuse horloge biologique qui, a priori, n'a pas été prouvée. Scientifiquement, il n'y a rien qui valide ça, mais c'est ce que t'as ressenti en tout cas. En tout cas, l'envie d'avoir un schéma de vie dans lequel on n'était pas que tous les deux, quoi. C'est plus alors je pense que c'est plus lié à mon histoire familiale, où pour le coup j'ai une famille assez chouette, avec des parents aimants, des frères et sœurs avec qui je m'entends bien, et donc une image de la famille que j'avais envie de reproduire. Donc j'avais pas du tout envie qu'on soit que tous les deux à se regarder dans le blanc des yeux jusqu'à nos 90 ans. J'avais envie de plus de bruit, quoi, plus de vie. Du coup, toi, Sylvain, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là, pendant ces conversations avec Clarence sur ce sujet? Pourquoi ? Parce qu'on est bien ensemble, on passe des super moments, on a la vie de rêve, on voyage, on fait des restos, on fait du sport tous les deux, on a tout. Moi, c'est la vie dont je rêvais, que j'avais enfin. Et Cla me dit, non, on va tout déséquilibrer, on va foutre la merde au milieu, et on aura moins de temps, ce sera moins cool, ce sera compliqué. Je dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il te faut que tu n'as pas aujourd'hui ? Alors que j'ai l'impression qu'on était un peu notre nirvana du couple et de la vie, quoi. Et je voyais... Et oui, après, moi, j'ai du mal avec les enfants et je voyais pas ce que ça pouvait apporter.
je ne voyais que ce que ça pouvait déséquilibrer. Et avec tous les exemples qu'il fallait, où Claude me disait mais c'est pas grave. J'ai dit mais si, c'est grave. Si on fait plus de sport, je vais péter un câble. Si on va plus au restaurant, je vais devenir fou. Si on part plus en vacances rien que tous les deux, c'est plus une vie. Mais t'inquiète, on trouvera des solutions. Et rien que déjà le t'inquiète m'inquiétait encore plus, évidemment. Parce que pour elle, ça semblait évident, alors pour moi, ça l'était pas. Et c'est un peu de là où, en fait, solution de dernière chance, où Claire a dit, on se donne encore 3 mois, si dans 3 mois on n'est toujours pas d'accord, qu'il n'y a pas de consensus, sachant que moi je ne changerai pas, ça c'est la version de Clarence. On se sépare dans 3 mois, on va voir une psy pour voir si elle peut nous aider. Et elle a été assez forte parce qu'elle nous a dit tous les deux qu'on était couillons, déjà. Donc elle nous a mis sur un plan d'égalité là-dessus. Et elle m'a dit, Sylvain, vous avez plein de peurs, je les entends, vous avez raison. Écrivez-les, et Clarence, plutôt que de dire ne t'inquiète pas, répondez à ces peurs et indiquez comment vous le voyez pour voir si ça peut convenir à Sylvain ou pas. Et c'est de là qu'est né notre pacte, en fait, à nous, qui a fait 5 pages ou 6 pages, parce qu'on a rencontré plein de gens, on a essayé de comprendre toutes les disputes qu'il y avait chez les uns, chez les autres, tous les sujets de tension, pour en parler avant et éviter la dispute après, qui est plus compliquée à gérer quand il y a un enfant au milieu, qu'on est plus fatigué, qu'on a plus de stress, qu'on a moins de temps, qu'on est moins proche, enfin, potentiellement. Et du coup, éviter le après et qu'on se dise potentiellement on se sépare avant, parce qu'on n'a même pas envie de faire un enfant de la même façon, aussi. Mais effectivement, c'était vraiment une réponse à ses peurs. C'est toutes les peurs, il a pu les écrire et on a pu essayer de se projeter dans comment on pourrait contrecarrer cette peur-là. Ok, on a envie de faire du sport encore tous les deux. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui avec un enfant pour pouvoir continuer d'aller courir? On a acheté une poussette pour courir, voilà, et donc ça existe et ça nous a permis de trouver des solutions sur des trucs très précis qui finalement sont un peu du détail, enfin peuvent paraître du détail, mais c'était cette succession de détails qui pour lui pouvait ruiner son quotidien. Donc on les a traités un par un. Ça m'intéresse qu'on parle des peurs et ça m'intéresse de savoir si toi, Clarence, t'avais aussi des peurs qui du coup ont émergé pendant cette discussion-là ou si t'as surtout fait le taf de répondre aux peurs de Sylvain. Moi, ma peur, c'est qu'il soit pas là, en fait. Ma peur, c'est que il me disait tellement que il en avait pas envie, c'est que ma grosse peur, c'était qu'on se sépare, mais après, en fait, et qu'ils disent, en fait, ça m'intéresse pas un enfant, je te l'avais dit, merci, au revoir. Je pense que ça m'aurait beaucoup étonné de la part de la personne que je connais, mais il le disait tellement que je commençais à y croire. Donc moi ma peur était pas du tout que ça ruine notre couple, puisque pour le coup si on n'avait pas d'enfant notre couple était ruiné, donc il aurait été arrêté avant. Ouais, toi tu te voyais pas du tout. Non, moi je serais partie vivre sans enfant. Je serais partie. Il le sait et je pense que c'est pour ça qu'on a réfléchi. C'est sûr que j'étais pas prête à faire le sacrifice de pas avoir d'enfant. Okay. Je l'aurais reproché et je pense que de toute façon à terme j'aurais tellement reproché que notre couple il aurait pas duré. Et toi Sylvain, tes peurs principales c'était quoi? Que Clarence change, que nos priorités à nous changent aussi, beaucoup trop. J'avais peur que Clarence me dise je veux arrêter de bosser, je veux m'occuper de l'enfant à plein temps, je veux allaiter pendant 24 mois, je veux plus faire de sport, je veux plus partir en vacances. Qu'on n'ait plus cette relation très forte où on s'estime professionnellement, on parle beaucoup de nos boulots l'un l'autre, on se lance des défis sportifs aussi à côté de tout ça. Et je voulais garder cette vie-là aussi. On est passionné de vin et de gastronomie. Se faire un resto toutes les 2 semaines, si on ne l'organise pas, si on ne le planifie pas, quand on a un enfant, c'est compliqué. Quand on n'en a pas, c'est allez, ce soir, j'ai pas envie de faire à manger, viens, on se fait un resto. Et du coup, ma peur était là qu'on ne l'anticipe pas et que Clarence me dise t'inquiète, on verra, et qu'on ne prenne jamais ce temps, parce qu'on a rencontré des couples autour de nous qui ne le prenaient pas ce temps. Et qu'en fait, c'est facile de ne pas le prendre, parce que la vie fait qu'on n'a pas le temps de le faire. Après, que si on l'organise, finalement, on peut trouver le temps. Mais je crois que vraiment, foncièrement, sa plus grosse peur, c'était que je change et que je devienne une mère au foyer et plus du tout la femme dynamique, professionnelle qu'il doit aimer. Et que je devienne un peu... je dirais l'image de sa mère, quelqu'un qui est plus vraiment dédié aux enfants et qui n'a moins de vie sociale. Voilà. Et ça, c'était une peur à laquelle tu pouvais répondre facilement? J'avais beau dire que non. À un moment donné, il me croyait pas et il disait que la maternité faisait complètement vriller les femmes. Alors, on a eu des exemples autour de nous de femmes qui ont vrillé en disant j'ai pas trop envie d'enfant et on le fait parce que c'est le moment et voilà, et qui tout d'un coup se sont mises à materner H24, 7 jours sur 7 pendant 15 ans. Et qu'on a vu des copains comme ça et des gens qui nous disent on change tellement
vous pouvez pas vous rendre compte que vous en avez pas et que le jour où vous en aurez, en fait, ça passera au-dessus de tout et vous penserez qu'à ça tout le temps. Je dis mince, si moi, vu que je suis très loin de ça, je pense pas que ça m'arrive, mais si Cla, qui a plus envie que moi, a priori, ça lui arrive, je vais être malheureux, quoi. Et ça n'empêche qu'effectivement, on a vu qu'il y avait quand même des choses où on n'était pas complètement alignés ou un peu déséquilibrés sur le temps disponible, sur l'envie de s'en occuper, sur l'envie de faire certaines tâches plus que l'autre, et qu'il y en a pour certains, c'est plus naturel que d'autres. Comme on a construit un peu cette route en disant voilà où on veut aller, voilà, on se voit à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, on essaye de pas trop bifurquer, donc il y a quand même un peu de marge pour que l'un et l'autre on trouve notre confort. Mais on part pas à 180 degrés l'un et l'autre, quoi. Enfin, ce qu'on essaye en tout cas pour l'instant. Du coup, quels sont les sujets que vous avez balayés Les premiers, c'est déjà le début, quoi. Qui fait quoi tout de suite, c'est-à-dire qui se lève la nuit, les premiers bains, qui gère les soir, couches, le soir, le matin. Quand est-ce qu'on se retrouve, et puis les moments où on se retrouve aussi, je pense. Ça, c'était ses plus grosses craintes. C'était à quel moment on est tous les deux. À quel moment l'enfant on le laisse, à qui on le laisse, est-ce qu'on a le droit de le laisser, et puis quand est-ce qu'on se retrouve, à quelle fréquence, c'est-à-dire on a des soirées tous les deux, des week-ends, des vacances, combien de fois par semaine, combien de fois par mois, par an, et ça de régler déjà ça, je pense que ça l'a apaisé. Ouais, mais après et ça, vous étiez alignés du coup? Vous étiez assez d'accord sur... Je crois que ça n'a pas été compliqué de le rédiger. Hein. Enfin, je crois pas qu'il y ait eu des sujets... Il y a eu un consensus, c'est sur les vacances, où on prenait 3 semaines tous les deux, où on partait à l'autre bout du monde non joignable. Et Cla m'a dit, bah non, ce sera qu'une semaine, parce que 3, c'est pas possible. Au début, t'as dit 1, et on a trouvé un consensus à 2. Et finalement, t'as peut-être dit 1 pour que j'arrive à 2, et que tu te dises, on a fait moite-moite. Mais t'as plutôt dit 1. et du coup, on a écrit 2, en disant, on se fait 2 semaines sans enfants par an, mais 2 semaines entières et à la suite. Et ça, c'était dès le début, du coup, parce qu'il y a pas mal de parents de jeunes parents pour qui c'est dur de laisser leur enfant longtemps les premiers mois. Toi, les 3 premiers jours, t'étais pas très heureuse ou t'avais du mal à te libérer. Au bout de 14 jours, on était très content de rentrer, mais on était très content d'avoir fait 14 jours, à pouvoir se lever quand on veut, de pas avoir de charge mentale à se dire est-ce qu'on l'a bien douché, est-ce qu'on lui a bien donné à manger, est-ce qu'elle va pas pleurer, est-ce qu'elle va pas malade, parce qu'en fait, même si tout va bien et qu'on a une fille plutôt cool qui dort, bah c'est quand même une pression supplémentaire à laquelle il faut penser un peu tout le temps. Non, mais c'est dur. Enfin, c'était dur. Après, je pense que c'est important pour notre couple quand même. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Si le couple est d'accord que ça dure que 3 jours et que c'est 3 jours maximum et qu'ils sont bien là-dedans, alors là, il n'y a pas de... C'est juste que moi, je sais que Sylvain a beaucoup besoin de ça. Moi aussi, dans une moindre mesure. Et du coup, on a trouvé un accord là-dessus et qui me paraît raisonnable et dans lequel on est bien tous les deux. Mais c'est ça l'essentiel, ouais. Ouais, c'est ça l'essentiel. Mais moi, j'ai trouvé ça long quand même. Hein. Surtout qu'elle m'a vraiment fait la gueule en revenant, et là j'ai trouvé ça c'est ça que j'ai trouvé le plus dur, c'est qu'elle avait, la première fois qu'on est parti 2 semaines, elle avait 9 mois, 10 mois, et pour le coup quand je suis revenue, elle me faisait la gueule, vraiment, pas son père du tout, mais à moi. Elle voulait plus du tout que je la prenne dans les bras, elle voulait plus que je lui donne à manger, et elle me regardait plus, et ça a été parce qu'on n'a pas l'impression qu'à cet âge-là, ils se rendent compte de ça, de s'ils nous ont vus, pas vus, et qu'ils soient capables de faire la gueule. Mais bon, ça a duré une journée. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. À un moment donné... Oui, encore, ça a pris 4 heures le temps que tu arrives à Lyon toute seule et que c'est toi qui la gérais, et que si elle voulait avoir à manger, il fallait bien qu'elle te re-regarde, et ça s'est fait un peu tout seul. Que nous, c'était quand même bien, on est rentré reposé avec plein de nouvelles idées en tête, plein d'étoiles dans les yeux, et passer des bons moments. Ça nous avait fait du bien de nous retrouver aussi après ces 9 premiers mois qui ont été quand même épiques. Ouais, parce que c'est quand même il y a rien qui est simple, c'est tout nouveau. En plus, nous, on a choisi de pas trop être aidé, pas trop conseillé, on voulait pas trop de gens chez nous, et on voulait apprendre par nous-mêmes. Donc il y a des trucs qu'on a découverts, surtout qu'on n'avait pas lu grand chose, et on voulait surtout faire à notre façon, en disant que tant que nous on pense que c'est bien, ça peut pas être mal pour notre fille. C'était un peu l'idée de vous faire confiance sur les choix que vous faisiez. De suivre notre instinct et nos intuitions, et que si elle n'est pas malheureuse et si elle n'est pas malade, c'est que tout va bien, quoi. Ok. Et du coup, après ce travail sur les peurs et le pacte que vous avez rédigé,
Ça, c'était avant la grossesse, du coup, Ouais. ou c'était ok. Donc c'est une fois que vous avez fait tout ça que vous avez dit bon bah on peut se lancer, c'était ok pour se avant lancer. oui, Bon, on s'est avant. pas dit on peut, hein. J'ai dit non, je veux toujours pas. Hein. C'est pas parce qu'on a signé qu'on s'est mis d'accord que je veux un enfant, mais et en tout cas, ça devait moins mal se passer grâce à ça. En tout cas, il a pu dire ok, on y va. Mais c'est vrai que c'était ok, on y va, mais Reculons. il a fait un petit, Ouais. un petit déni de grossesse quand même. Il a fait. Ouais, clairement, c'était vraiment. Enfin, comme je dis, hein, c'était pas mon rêve et j'espérais que ça n'arrive pas en fait. Et c'est arrivé tout de suite. Le J'espérais pauvre. presque que ça ne marche pas, que ce soit plus long que prévu, et que j'en ai presque envie et j'en ai pas eu envie. C'est l'envie est T'as venue. pas eu le temps d'en avoir envie en fait. Peut-être. Mais il aurait jamais eu envie. Je sais pas si j'aurais eu envie non plus, ouais, j'en sais rien. Si, après, ce qui m'a aussi, moi, débloqué, c'est 2 copains qui, à 40 ans, en fait, se sont séparés de leur compagne à 35 ans, donc à peu près l'âge que j'avais à ce moment-là, parce qu'ils voulaient pas d'enfants, que leur compagne en voulait absolument, et qu'à 40 ans, ils sont devenus dingues, ils voulaient des gosses absolument, et ils se sont trouvés des nanas pour faire des enfants, plus que des nanas dont ils étaient vraiment amoureux. Et que les deux m'ont dit, Sylvain, t'es con, t'as une nana géniale, vous êtes un couple magnifique, ne perds pas ton couple à cause de ça, tu t'en voudras à mort dans quelques années. Et nous, on était comme toi à 35 ans et à 40, on voulait absolument un gamin. Donc il y a eux deux aussi qui m'ont fait un peu réfléchir. Et d'ailleurs, c'est le même copain de l'histoire de l'anniversaire de début quand même. Ouais, c'est lui qui nous a aussi dit oh bah dis donc, c'est une fille comme ça qu'il te faut. Est-ce que c'est lui Je pense qui que je vais vient l'inviter à dîner quand même. Un jour, il faudra que je le remercie, ouais, je crois. il vous donne des petits déclencheurs. Au Mais fil ouais, de le l'histoire. pacte, on a continué à le travailler au fur et à mesure des rencontres. Donc c'est un Google Doc, notre pacte, c'est pas un truc manuscrit, ni signé, ni on n'est pas allé chez le notaire. Et au fur et à mesure des discussions avec les gens, on pouvait rencontrer d'autres histoires et compléter. Je pense à ça, on a complété par exemple sur l'histoire du perçage d'oreilles. C'est un détail, hein. Mais moi dans ma famille on est très bijoux. Et potentiellement on laisse notre fille à ma maman aussi 2 semaines par an pendant qu'on part en vacances. C'est ma maman qui garde à ce moment-là. Et pour ma maman, j'avais déjà entendu dire que c'était cool d'avoir les oreilles percées, de le faire très jeune, ça faisait pas mal et que ça habituait et compagnie. Donc pour moi, si ma maman m'avait envoyé un message en me disant Sylvain, on est chez le bijoutier, est-ce que ça t'embête si je perce les oreilles de ta fille, j'aurais dit ça te fait plaisir et tu lui offres des petites bouts d'oreilles mignonnes, pas de souci. Sauf que Cla n'a pas les oreilles percées et considère que c'est une torture que de toucher le corps d'une personne qui n'a pas le choix. Et... Même quand t'as le choix. Hein. Enfin. Oui, mais du coup la règle c'est si notre fille nous demande de se percer les oreilles, on acceptera, mais c'est à notre fille de demander. C'est pas quelqu'un qui lui fera sans qu'elle donne son avis. Et qu'heureusement qu'on en a parlé, parce que ça aurait pu être un sujet de dispute où moi je m'en fous complètement. Percer, pas percer, on fait ce qu'on veut. Mais comme ça au moins c'est clair, c'est non, pas percer, sauf si notre fille nous demande. Et plein de détails comme ça qu'on a rencontrés chez nos copains qui s'étaient disputés. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme dispute un peu rigolote? Et punition. Un copain qui est, lui, éducation militaire, sa femme plutôt éducation Montessori. Et un jour, il est devenu fou parce que son enfant était dur et il l'a mis sous une douche froide. Ce qui peut paraître pas cool, mais en même temps qui est pas horrible non plus, mais ça accompagne c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase et elle a dit tu ne touches plus l'enfant, tu dégages. C'est une torture, t'aurais pas jamais dû faire ça. Les deux s'entendent en fait, enfin les deux s'entendent. Oui, c'est pas bien de le faire. Dans un moment où tu deviens dingue, bon bah c'est con parce qu'au final toi ça te soulage même pas et ça fait du mal à l'enfant. Moi j'ai plutôt éducation comme ça, donc au limite je comprends sa réaction, même si c'est bête. Après du coup on en a parlé en disant qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, et jusqu'où on peut aller en termes de punition corporelle, parce qu'il y a quand même un ressenti corporel. Et on a dit on fait pas. Et si tu deviens fou, tu te casses de la maison. Comme ça au moins l'autre gère et on se démerde pour qu'il y en ait un qui soit plus patient à ce moment-là et qui soit dispo pour gérer. Mais on fera notre maximum pour pas la toucher. Mais voilà, au moins c'est clair et normalement on ne devrait pas se disputer, sauf s'il y en a un qui dérape justement. Mais comme on le sait, on n'a pas envie de déraper. On sait qu'on s'est dit non, on n'a pas le droit. Voilà. Oui, c'est hyper important, je pense, effectivement, d'avoir ces discussions sur à la fois le type d'éducation qu'on a envie de donner, les valeurs qu'on a envie de transmettre. Mais c'est lié à notre éducation à chacun, en fait. Et c'est pour moi, ce qui est évident ne l'est pas pour Clarence, parce qu'elle a vécu une éducation différente. Et même si on est très alignés, nous, au quotidien, qu'on a l'impression d'être des âmes sœurs, en fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas vécues de la même façon et que du coup, on n'a pas le même regard dessus. Et tant que t'as pas d'enfant, en fait, tu sais pas que t'es différent sur ces petits sujets. Il y a des trucs où tu le sais un peu. Typiquement, tu sais que t'as pas eu la même éducation que moi. Il y a je pense à finir l'assiette parce que c'est le truc où c'est quotidien quand même. C'est 3 fois par jour qu'on mange. Et 3 fois par jour, je finis pas mon assiette parce que moi, je m'arrête quand j'ai plus faim. Et donc, comme en plus j'ai tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre, j'ai tendance à me servir un peu trop. Et moi, je trouve qu'on est hyper complémentaires parce qu'au départ, il râlait beaucoup et puis au fur et à mesure de notre couple, il finit mon assiette.
Est-ce que tu te sers moins du coup, Sylvain, pour anticiper ce que tu vas devoir finir dans l'assiette de Clarence? Non, du coup, je fais des diètes par moment parce que sinon, je grimpe. C'est ce que j'avais dit. Je faisais 100 kilos il y a 4 ans, donc je fais gaffe maintenant. Bon, on le sait maintenant que c'est quelque chose qui est récurrent et on le sait le traiter. Mais maintenant. Sauf qu'on a dû en parler parce que moi, je trouve toujours inadmissible et impoli de ne pas finir son assiette. Comment on éduque notre enfant par rapport à ça, du coup? Est-ce qu'on le force à manger la fin de son assiette même s'il a plus faim? Ça, c'est l'éducation de Sylvain. Ou la mienne qui est de dire t'as plus faim. Quoique moi, la mienne, on avait essayé de me faire manger la fin de mon assiette, mais personne n'a réussi. Toi, t'es assez incroyable parce que même sur ton plat préféré, t'es capable de ne pas le finir. Parce que t'as plus faim. Alors que moi, je suis tellement gourmand que je suis incapable et je me resserre en fait. Quel self-control. Non, c'est pas du self-control, c'est que manger au-delà de ma faim me rend malade. Donc, quand j'ai décidé que c'était vraiment la dernière. Mais quand c'est mon plat, justement, le plat préféré, si c'est la dernière bouchée, celle d'après, c'est impossible, quoi. Donc voilà, moi j'ai pas tellement envie de la forcer à finir de manger, surtout que moi je trouve que chez Sylvain en l'occurrence ça a plutôt créé quelque chose où il se rend pas compte de sa satiété. Il peut manger. Celui qui était le plus équilibré sur le sujet, c'était Clarence, donc on dit ok, on suit ton principe, même si ça me fait chier, même si je serais malheureux chez les gens qu'elle finisse pas son assiette. Tu la finiras? Je vois bien qu'effectivement moi j'ai plus un désordre alimentaire à ce sujet-là que t'as pas toi. Du coup, ok, on a suivi la règle de Clarence. Mais pareil, heureusement qu'on en parle avant, parce que si ça arrive et que toi, tu comprends pas et que, 1, tu fais une remarque à ta compagne devant ton enfant, c'est pas terrible. 2, tu fais une remarque à ton enfant chez des gens et que tu commences à t'engueuler parce que tu dis, mais non, elle fait ce qu'elle veut, si elle a plus faim, elle se lève. Voilà. C'est du détail tout ça, hein. C'est pas ce qui fait qu'un couple se sépare, évidemment, heureusement, mais c'est ce qui fait que ça pourrit le quotidien quand même sur des trucs où en fait on s'engueulait déjà dans un couple, mais quand il y a un enfant au milieu, il y a encore plus d'émotionnel, il y a encore plus de... Donc on s'engueule fois 100, quoi. Et puis il y a aussi, j'ai l'impression, pas mal de trucs qui restent de l'ordre du non-dit. Où genre on va pas faire une remarque à l'autre, mais on va avoir un peu de rancœur ou un peu de c'est bizarre comme manière de faire quand même, ou un peu des doutes sur sa manière de fonctionner et accumuler ça, et ça peut potentiellement déboucher un an, 2 ans après sur quelque une chose grosse de beaucoup crise. Plus important, complètement. Ok. Et alors comment s'est passée la grossesse? Tu disais Clarence sur le ton de la blague, mais j'ai envie de creuser ça, que Sylvain avait fait un déni de grossesse. Bah ouais, il voulait pas en entendre parler en fait. Okay. Donc ça a été un peu dur parce que je l'ai vraiment pour le coup vécu seule. Et je pouvais rien partager avec lui. Donc heureusement j'ai ma famille, mes amis, avec qui je partageais mes échos, mes doutes, mes craintes, etc. Mais lui, tant que l'enfant était pas là, de toute façon, je savais très bien qu'il voudrait pas en entendre parler. Donc il venait parce que je lui ai demandé de venir à mes échographies, mais il voulait pas regarder, quoi. Donc de toute façon, dans ma tête, moi, je savais que l'enfant ferait le travail à ma place au moment où il serait là, ou pas. Et si ou pas, Et après, on a eu de la chance là-dessus. C'est que l'accouchement était un peu plus compliqué que prévu, que t'as pas pu t'en occuper comme il fallait le premier mois. Oui, mais la chance de mon côté, qui a fait que j'étais obligé de m'en occuper et que c'est moi qui montrais à Clarence comment donner le bain à notre fille, comment on lui donnait à manger, et qui m'en suis beaucoup occupé le premier mois du coup j'ai dû créer une relation par la force des choses. Et très honnêtement, je l'ai fait plus pour Clarence que pour notre fille, parce que j'étais mal pour Clarence qui était au bout de sa vie, et que je voulais pas qu'elle soit malheureuse de se dire est-ce que ma fille est bien traitée. Donc je voulais être sûr qu'elle se dise avec son père tout se passe bien, s'en occupe bien, il fait tout ce qu'il faut. Mais je l'ai fait par amour tout de suite parce que je me rendais pas encore compte de ce que c'était, ce petit truc bizarre qui pleurait et qu'on comprenait pas. Mais c'est vrai que ça m'a permis du coup d'avoir un vrai rôle où elle m'a réclamé aussi vite parce que du coup elle avait l'habitude d'avoir mes bras et d'avoir ma présence, et qui m'a obligé du coup de le tenir, ce rôle en fait. Donc je pense que ça, dans ton malheur, ça a été une chance pour moi. Dans les autres sujets qu'il fallait traiter, c'était le prénom. On en avait parlé un peu avant, mais du coup moi je voulais pas choisir de prénom. On savait pas le sexe de l'enfant, et on a eu du mal à trouver un prénom. On a un prénom de garçon, on n'avait pas de prénom de petite fille, mais du coup on savait pas ce qui allait arriver. Et c'était pas évident l'histoire du prénom quand même. On a passé du temps à chercher.
Donc du coup, par rapport à l'accouchement, donc Sylvain, tu disais que l'accouchement s'était pas hyper bien passé. T'as eu une césarienne du coup, Clarence? Non, c'était pas une césarienne, mais pour le coup, elle est arrivée un peu vite et elle est arrivée au forceps. Et donc, elle a un peu endommagé sur son passage. Donc ça a été un peu long, moi, pour m'en remettre. Et pour le coup, j'étais un peu alitée, je pouvais pas faire grand-chose. Je pouvais pas me lever, bref. Et du coup, c'est vrai que Sylvain a appris complètement les choses en main. C'est lui qui a appris à faire le premier bain, à savoir changer les couches. Donc c'est lui qui s'est occupé de tout ça tout de suite et qui a appris avec les sages-femmes de l'hôpital. Et du coup, c'est lui qui m'a appris derrière. Donc effectivement, il est passé de ce déni de grossesse à je prends tout en main et c'est moi qui te montre comment ça marche. Et ça, c'est vrai que dans le malheur, on a été, ça a été vraiment salvateur, quoi. Parce que pour le coup, il a créé un vrai lien avec l'enfant à ce moment-là et j'ai rien eu à faire. et puis c'est ce qui a permis d'avoir l'attachement aussi, je pense, aujourd'hui, et qui switch en fait, qui passe de je veux pas de cet enfant à il est là et je m'en occupe. Et je sais m'en occuper. Parce qu'il y a aussi pas mal de couples dans lesquels il y a un peu ce truc de la mère et la sachante. Et du coup, elle peut transmettre la connaissance au père, mais c'est elle qui doit initier. Donc c'est intéressant de voir que ça peut être, dans votre cas, inversé, au moins au début. Et c'est sûr, parce que je pense qu'une de ses peurs était aussi qu'il ait plus de place dans ce rôle maman-enfant. Et donc là, il avait une place qui était de fait importante. Et donc, même moi, j'ai voulu allaiter absolument au début, alors que j'avais aussi des difficultés pour allaiter, pour retrouver un rôle avec l'enfant. Donc c'est pour dire que tu avais besoin de créer ce lien. Moi, j'avais besoin de créer le lien, parce que j'ai pas eu non plus instinctivement l'amour comme ça qu'on peut imaginer. J'ai quand même peut-être aussi lié à l'accouchement, mais j'ai quand même eu besoin de temps avant de m'attacher à l'enfant et donc à l'été c'était important pour moi. Ok. Et comment se sont passés les mois suivants ensuite? Comment vous avez trouvé votre place et comment vous avez conservé votre équilibre couple parental, couple, individu? Une des autres règles qui parfois fait hurler, mais nous on s'était mis d'accord et c'était celle qui nous semblait la meilleure pour nous, c'était que notre fille ne dorme pas dans notre chambre. Elle n'a jamais dormi dans notre chambre. Il y a eu peut-être une semaine où elle était très malade et là on l'avait mise près de nous pour pouvoir se lever plus facilement et plus rapidement. Mais où du coup on a plutôt pas mal dormi ces premiers mois et elle a vite fait ses nuits, était vite cool. On n'a pas trop souffert l'absence de sommeil comme d'autres parents. Ça a été une chance, je pense, parce que ça peut être très très dur à vivre. Et ces premiers mois, moi elle est beaucoup venue au bureau parce que du coup les 15 premiers jours ou 3 premières semaines, j'étais beaucoup à la maison. Mais après, il fallait que je reprenne un peu le boulot aussi. Et donc, c'était devenu la mascotte au bureau. Elle était posée sur un bureau, elle s'endormait, elle regardait les gens, elle babouillait, je sais pas comment on dit, mais elle s'amusait avec nous. Et elle ne pleurait que quand elle avait faim. Donc c'est facile, quand elle pleurait, tu donnais un biberon et elle passait à la suite. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé. Ouais, les premiers mois, c'était... moi, au début, les 2 premiers mois, j'étais quand même un peu alitée toujours. Donc là, il l'emmenait partout, il la baladait, il était trop fier de sa fille, donc c'était un peu marrant. Elle n'était effectivement pas si difficile. En tout cas, on se faisait une idée d'un nourrisson plus complexe que ça. On a eu des nuits assez simples. Et puis après, on l'a pas mal baladé. Moi, j'ai repris le travail assez vite. Je l'emmenais au bureau. On l'emmenait la bière le soir. Nous, on était beaucoup on l'emmène partout. Donc, effectivement, elle a fait... une soirée business avec moi où elle est devenue la mascotte aussi de la soirée parce que, du coup, on a aussi nos soirs dans les autres règles pour qu'on puisse avoir notre vie, nos déplacements pro, notre sport, nos amis. On a 2 soirs chacun par semaine où on est responsable de notre fille. Et 2 autres soirs, si on est là, on est là. Si on n'est pas là, on n'est pas là. Et du coup, potentiellement, si ma soirée pro tombe un soir où je dois gérer, c'est à moi de gérer. Donc si je peux vraiment pas la faire venir parce que trop compliqué, je prends une babysitter, une babysitteuse. Mais souvent, j'essaie de la faire venir en mode... vous me mettez une soirée entre 18h30 et 22h, désolé, moi je suis papa, je viens avec, quoi. J'ai pas envie de ne pas l'avoir non plus de la semaine. Et comment c'est reçu par les autres? Alors super bien par les mamans. Okay. Qui dit c'est cool qu'un papa montre l'exemple, comme quoi on peut faire vie pro, vie perso et que ça se fait bien. J'ai eu un papa une fois qui m'a dit tu pourrais pas trouver une solution quand même, t'as autre chose à foutre que venir avec ta fille. J'ai eu une fois une réflexion désagréable, le reste du temps c'est plutôt des réflexions super cool. Après, parce que je suis papa,
beaucoup de mamans disent, nous, on n'aurait pas pu faire ça parce qu'on nous aurait dit qu'on savait pas gérer et qu'on savait pas ne pas mélanger. C'était ma question suivante. Si toi, Clarence, tu t'autoriserais à faire les mêmes choses? Je pense que je serais plus mal à l'aise, ouais. Je pense qu'on me dirait, ouais, je pense que je serais un peu plus mal à l'aise. Bon, après, je m'en fiche un peu, moi, je crois, de ce qu'on me dit, mais c'est sûr qu'il doit y avoir un truc, papa, c'est mignon. Un père qui s'occupe d'un bébé, c'est forcément mignon. La mère, c'est normal, quoi. Donc, oui, le côté un père investi, et en fait, ce qu'on considère comme un père, que la société considère comme un père investi, et une mère classique, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. J'avais plein de questions, alors je fais du tri dans ma tête. Donc, c'est votre éditrice qui vous a donné, qui vous a dit, mais en fait, faites-en un livre. Toutes les discussions que vous avez eues, le Google Doc que vous avez préparé, les discussions avec les gens autour de vous qui avaient déjà eu des enfants. Comment vous avez travaillé sur ce livre? C'était quoi la démarche? C'est pas juste votre pacte de futurs parents, c'est plus que ça. Bah non, parce que l'idée c'était de pouvoir aider des gens qui avaient envie de faire la même démarche à trouver facilement les réponses à leurs questions, parce qu'une des problématiques qu'on Non, c'est les questions à se poser plutôt. Parce que les réponses, de savoir les questions à se poser, parce que les problématiques qu'on a eues, c'est quand elle nous a dit projetez-vous dans ce que c'est que d'avoir un enfant et répondez à toutes vos interrogations, mais le truc c'est que quand on n'en a jamais eu et qu'on n'en a pas beaucoup gardé, et que en fait on sait pas bien les questions qu'il faut se poser. On sait pas qu'il va devoir se poser des questions sur les modes de garde, par exemple. On connaît pas les ASMAT, assistantes maternelles maintenant, les crèches, les modes de garde. On sait pas les types d'alimentation qui existent, si on est plus. Bref, c'est compliqué de se poser des questions sur quelque chose où finalement on sait pas quelles questions il faut se poser. Donc on s'est dit là c'est intéressant. Nous on est allé chercher des gens qui nous ont dit les disputes sur lesquelles on a été le plus souvent confrontés, les différents modes de garde et là où les cours n'étaient pas. Voilà. Donc on a été chercher cette info, et donc là l'idée c'était justement d'avoir un outil qui permettrait de balayer tous les sujets possibles qui arrivent quand on a un enfant et sur lesquels on pourrait éventuellement ne pas être d'accord. Sachant que c'est surtout pas un outil pour devenir le meilleur parent, parce qu'on ne sait pas ce que c'est et que c'est très subjectif à chaque couple et à chaque enfant. C'est vraiment les questions en couple, en partant du principe que si le couple est épanoui, il y a plus de chances que la famille le soit aussi. Mais c'est vrai qu'après, c'est ce qui est hyper important, qu'on a toujours voulu bien préciser, c'est que si le couple est complètement barré, halluciné, un peu farfelu, et qu'ils ont des règles farfelues, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir une règle farfelue qui correspond aux deux. Là, par contre, où il peut y avoir des problèmes, c'est que s'il y en a un qui a vraiment des idées très spécifiques et que l'autre pas, c'est vraiment le décalage qui est problématique, mais qu'après, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise règle. Et vous avez eu des retours du coup sur le livre? Vous l'avez fait lire autour de vous? Qu'est-ce que les gens vous disent? Après, ça anime beaucoup les dîners du samedi soir ou les déjeuners du dimanche midi en famille, parce que beaucoup de gens trouvent ça très surprenant que de se poser ces questions, trouvent ça très froid comme approche, très rationnelle, et que ça se rationalise pas le fait de faire un enfant. Ça, c'est pas forcément quand ils ont lu le livre, mais quand ils entendent le concept, où ils se disent je comprends pas, et l'amour dans tout ça, la spontanéité, là vous dites un pacte de futurs parents, c'est froid, c'est rationnel, et donc pour eux ça enlève la magie, mais bon, il y a pas beaucoup de magie quand on s'engueule. Et où en plus, les gens nous disent, mais de toute façon, même si on se met d'accord, on fera autrement. Oui, c'est vrai. Nous, on s'est mis d'accord sur des choses qu'on n'a pas suivies. Par contre, le fait qu'on se soit mis d'accord, ça oblige celui qui est pas à l'aise avec la règle quand il la vit, d'en parler en fait à l'autre en disant, tiens, ce truc-là, on avait dit ça. Ça m'ennuie au quotidien, ça me tend. Est-ce qu'on peut faire autrement? Je te propose qu'on fasse comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et ça évite qu'il y en ait un qui change tout seul et que l'autre ne comprenne pas ce qui se passe. Donc bien sûr qu'un pacte il est fait pour être changé, qu'on le regarde pas tous les jours. D'ailleurs notre pacte on l'a réouvert plus d'un an après l'arrivée de notre fille, parce qu'on commençait l'écriture du bouquin concrètement et qu'on voulait revoir ce qu'on avait mis dedans et comment on l'avait écrit. Mais qu'au quotidien on n'avait pas besoin de le rouvrir. Enfin c'est pas un document de travail qu'on met sur la cuisine avec une checklist. C'est les grands principes. Et après, des discussions régulières. Non, mais d'ailleurs, dans l'idée, il faudrait même qu'il y ait un pacte de futur couple, presque, avant ça. Et parce qu'il y a d'abord toutes les questions de couple, puis c'est avant tout un outil pour un couple. Et après, c'est juste qu'un enfant va rajouter des questions, et donc ça deviendra un pacte de futurs parents. Mais on aurait pu faire le pacte de futur couple. La première partie, la plus longue partie est là-dessus d'ailleurs. C'est vous en tant que couple.
Après, c'est pendant la grossesse, à l'accouchement, après. Mais il y a quand même la grosse première partie, c'est sur le couple. Comment vous partagez l'argent ? Est-ce que vous faites l'amour ? Et comment ? Et est-ce qu'il y a un rythme minimum ? Est-ce que vous pouvez en parler ? Comment ? Pas tellement la question. Bah si, parce qu'en fait, se faire l'amour pendant la grossesse ou post-grossesse, c'est pas toujours simple. Et qu'on peut aussi dire, on garde des relations intimes, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais est-ce qu'on en garde ou pas ? Est-ce que c'est une gêne ou pas ? Enfin, d'ouvrir ces sujets tant qu'ils sont pas là, en fait, parce que c'est facile d'en parler avant. C'est un peu plus tabou quand on est en plein dedans et qu'il y en a un qui se sent frustré ou un qui est pas à l'aise. Là, ça permet d'évacuer le truc parce qu'en fait, je suis pas enceinte et je viens pas d'accoucher, donc on peut en parler, c'est très virtuel encore. Donc c'est encore facile. Ce qui n'empêche pas, comme tu le disais, de changer d'avis quand la situation se présente, potentiellement. Bien sûr. Mais en tout cas, d'en discuter à partir de la base. Heureusement. Ouais. Non, c'est vraiment un point de vue justement qui est intéressant, c'est un point de vue théorique de ses opinions, de ce qu'on pense qu'on sera. Quand il me disait, toi, j'ai peur que tu vrilles quand tu seras maman, que tu partes complètement sur une autre sphère et que ton travail t'intéresse plus du tout, que tu ne viennes que centré sur tes enfants. Bon, bah là, l'idée, c'était de se dire, écoute, moi, là, je te l'écris, que je pense que concrètement, je n'imagine pas changer. Je suis sûre que j'aurai encore le travail, que je ferai les mêmes horaires, et que donc je n'ai fait qu'écrire un ressenti à un instant T. Après, peut-être que j'aurais quand même vrillé. Hein. Et alors là, il aura fallu changer. Hein. Oui, et puis parfois tu t'adaptes aussi à l'enfant que tu as, parce que effectivement, si t'as un bébé qui dort pas du tout, peut-être que la règle de pas dans notre chambre, vous l'auriez revue, parce que potentiellement, si vraiment le bébé se réveille toutes les 2 heures, c'est quand même plus facile de l'avoir juste à côté du lit. Et il y a des trucs de survie qui parfois se bougent, mais ok. Bon, oui, c'est sûr. Et alors justement, cette histoire de... Toi, Sylvain, t'avais peur que Clarence change. Ça m'intéresse de savoir aujourd'hui, je sais pas quel âge votre fille a. Elle a 20 mois. 20 mois, ok. Bientôt 2 ans. Et je traduis pour les non-parents qui ne savent pas compter en mois. Et du coup, ça m'intéresse de savoir, avec donc 20 mois de recul, comment vous avez changé l'un et l'autre. Comment la parentalité vous a changé, ou pas. Surtout toi, non ? J'allais répondre pas trop, donc c'est qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Toi, tu dirais que ça t'a pas trop changé ? Non. Ça nous a pas trop changé non plus. On continue notre vie, on a toujours nos boîtes l'un et l'autre, on a toujours nos moments à deux, on a toujours notre sport, toujours nos copains. Et toujours un couple plutôt harmonieux. Après, oui, ma semaine a un tout petit peu changé, parce qu'avant, dans notre pacte de couple, c'était on fait ce qu'on veut du lundi au jeudi, on est ensemble vendredi, samedi, dimanche. Garanti. Et maintenant, lundi soir et jeudi soir, c'est moi qui gère. Donc déjà, j'ai plus la même liberté qu'avant et que je m'organise un peu différemment. Ça n'empêche que je peux faire du sport avec elle, je peux aller courir avec elle, je peux la récupérer un tout petit peu plus tard pour faire autre chose avant, ou je peux aller avec elle en soirée si j'avais vraiment envie d'aller à ma soirée, ou je peux prendre une babysitter. Mais oui, ma semaine a un peu changé sur ces sujets-là. Non, mais la question me semblait était si toi t'avais changé. J'ai pas l'impression, mais toi tu vas dire que oui, donc moi j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé. Alors je trouve ça marrant parce que le regard de Sylvain du coup est plutôt rationnel et un peu extérieur, de dire si on nous regarde de l'extérieur, en fait il y a quelques petits trucs qui ont changé, mais dans l'ensemble on a toujours le même mode de fonctionnement, toujours une vie qui ressemble à celle qu'elle était avant. Mais ça m'intéresse aussi de savoir effectivement à l'intérieur, si en tant qu'individu, en termes de personnalité, est-ce que vous avez découvert des trucs sur vous-même ou sur l'autre à travers cette aventure de la parentalité. Moi je l'ai pas découvert parce que j'avais quand même un peu des doutes sur ça, mais je l'ai découvert, aimer énormément les enfants et être un super papa. Pour le coup, il s'en occupe, il adore ça. Il est pas patient, mais ça c'est pas nouveau. Donc il est pas plus patient, mais quand même il est, pour quelqu'un de pas patient, je le trouve de temps en temps. Non, moi il m'a plutôt surpris en bien. En tout cas, je l'ai plutôt découvert capable de s'occuper d'un petit bout comme ça, avec qui crie, on comprend pas, qui. Voilà. Toi, t'as pas trop changé, donc ça va aussi. Parce que c'était ton inquiétude. Parce que c'est mon inquiétude. Après, oui, t'es plus maman qu'avant, t'es plus responsabilisé, t'es plus à l'écoute de certaines choses, tu vas faire plus d'efforts que ce que tu pouvais faire avant, parce que on a une fille qui est au milieu, il faut s'en occuper. Mais t'as toujours ce que j'aime chez toi, donc et ce que je voulais pas que tu changes trop, donc c'est cool.
Ok. Et que l'équilibre après, la balance. On me demande est-ce que tu es content d'être papa ? Et j'ai une phrase horrible qui dit c'est pas si pire. Qu'il y a plein de moments géniaux, il y a des moments un peu durs, il y a des moments où on est crevé de notre semaine parce qu'on dort pas beaucoup, parce qu'on se déplace énormément et qu'on aimerait se faire une sieste sur le canapé devant une connerie à la télé ou avec un peu de radio, et que là c'est le moment où notre fille a pas envie en fait, et que c'est dur parce qu'on a aussi besoin de moments off pour nous, et que en fait c'est pas toujours les mêmes moments pour notre enfant. Et donc ces moments, moi, parfois peuvent me peser, mais dans l'ensemble, c'est quand même super bien, quoi. Enfin, c'est quand même cool, je suis content de la voir, elle me manque quand je la vois pas, et c'est des bons moments dans l'ensemble. Après, on est content de passer un week-end sans elle aussi de temps en temps. Et je dis pas. Tu dis pas le contraire ou tu dis pas Je dis quoi? pas le contraire. Soyons précis. Ok. Super. Alors moi j'ai 2 dernières questions que je pose souvent à mes invités. La première, c'est quels sont vos projets pour la suite, ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est une question ouverte. Hein, c'est... Sur tout type de domaine. Ouais. On a un projet à court terme, enfin non, pas le même. Si, on a le même. C'est de déménager au Québec. On aimerait aller vivre tous les deux au Québec et revivre un truc que tous les deux, plus notre fille, à court, moyen terme, de redémarrer de zéro. Enfin, voilà, on a envie de revivre un peu cette aventure qu'on a découverte il y a 10 ans ensemble. Et toi, tu vas répondre que tu voudrais un deuxième enfant, c'est ça? Mais ça peut être au Québec. Hein. Bah oui, c'est sûr, un deuxième enfant au Québec, pourquoi pas. Nous souhaiter que tu vendes Tilki quand même, non? Un moment. Ce serait quand même à te souhaiter. Et puis qu'on aille développer Sido au Canada avec un deuxième enfant. Ok, des beaux projets. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un couple réel ou fictif qui vous ressemble ou qui vous inspire? Ça peut être dans la fiction, ça peut être des couples de vos entourages. C'est pas une question facile, ouais. Moi, si, j'en ai. Tes parents? Ouais, mes parents, en vrai. J'avoue que c'est un couple qui m'inspire un peu parce qu'ils ont quand même 45 ans de mariage, 3 enfants dont le 3e particulièrement réussi, et puis une vie professionnelle tous les deux assez riche, et ils ont réussi à avoir un équilibre qui fait un peu rêver. Et puis aujourd'hui, c'est encore un couple très fusionnel qui arrive à gérer leurs petits-enfants, leurs enfants. Et j'avoue que oui, c'est un petit peu mon modèle. Et toi, Sylvain, est-ce qu'il y en a un, ou est-ce que tu souscris à cette inspiration? Il n'y en a pas vraiment, parce que ça me faisait tellement pas rêver que je n'arrivais pas à avoir de positif chez les parents autour de moi. Donc non, il n'y en avait pas vraiment. Donc, on essaie de créer le couple, les parents qu'on espérait être, ou qu'on essaie de faire au mieux au quotidien, nous. T'avais pas des couples quand même dans tes copains où tu disais eux c'est quand même chouette? Si, sinon ça pourrait être Guillaume, mon meilleur copain, qui a un couple, une petite fille géniale, une boîte aussi. Ils ont tous les deux des vies un peu de dingue, et lui est complètement taré, et ça se passe pas trop mal, voire ça se passe très bien. Mais ça me faisait un peu peur aussi, parce que parfois il me disait non, on se fait pas, je viens pas au resto ce soir parce que j'ai envie de voir ma fille, et je ne comprenais pas cette phrase, quoi. Non, Guillaume, je suis ton pote, donc tu me dis pas non. Et ça m'énervait que sa fille passe avant moi. Mais du coup, ouais, ce serait plus eux, parce qu'il a gardé l'équilibre, un équilibre très, très sain. Et du coup, je trouve qu'ils le font plutôt bien. Super. Bon, merci à tous les deux. Merci. Merci à toi. Du coup, si vous avez envie de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans un projet de parentalité, vous pouvez vous procurer le livre de Clarence et Sylvain qui s'appelle Le Pacte des futurs parents, qui est aux éditions Erol. Oui, c'est ça? Exactement. Ouais, super. Bon, merci encore. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit SALUT, et Rockymag, ROCKIEMAG. Et sinon,
En attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!